Donc je vais commencer par parler de mon parcours, étant donné que les études que j'ai faites ont vraiment petit à petit permis d'amorcer le champ de recherche sur lequel j'agis depuis maintenant 4 ans. Et surtout parce que c'est important, je pense, de préciser que je suis designer graphique, donc c'est vraiment ma formation, donc designer graphique et typographe, et spécialisée dans le design éditorial. Donc j'ai été diplômée en 2013 de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, donc après avoir développé un projet on va dire qui se proposait modestement de questionner le système éducatif français à partir de la dimension matérielle des objets qui accompagnent donc ce système. Alors je l'avais orienté sur les manuels scolaires, étant donné que on va dire c'est un dispositif en fait qui est très présent dans les classes, dans les écoles, et donc qui est très riche d'un point de vue graphique et qui étonnamment ne fait pas l'objet de recherches ou d'analyse, on va dire, sémiotique, visuelle, enfin on va dire de cet aspect matériel. Donc et d'autant plus aussi que donc, cet objet est censé transmettre, symboliser le savoir que l'on souhaite transmettre. Donc c'est pour ça que je trouvais assez essentiel de l'interroger. Et donc ce projet est intéressant dans mon parcours, voire essentiel, étant donné qu'il m'a permis d'amorcer la problématique donc une problématique générale liée à la relation entre le design graphique et la pédagogie, sur laquelle se fonde l'ensemble de mon travail depuis donc, ma 5e année aux Arts Déco et depuis en fait, je vais vous expliquer où je suis passée ensuite. Et donc cette problématique qui s'articule surtout autour de la dimension normative des supports d'écriture dans l'élaboration, la transmission et l'acquisition des idées. Donc c'est un peu la ligne phare que j'essaie de suivre et qu'ensuite j'explore à travers différents dispositifs. Et donc d'autre part, parce que ce projet m'a très rapidement amené à comprendre que je souhaitais mettre mon savoir-faire au service d'un champ qui ne soit pas uniquement centré sur le design graphique, mais de plutôt voir comment le design graphique pouvait enrichir d'autres champs. Donc créer on va dire des ponts, des passerelles, des sortes de collaborations. Et il me semblait que le champ des sciences de l'éducation et le champ pédagogique ne fait pas en fait l'objet d'intérêt d'un point de vue graphique, alors que les enseignants produisent des tonnes de supports, que c'est vraiment un environnement qui est très marqué par les objets de design, et même les pratiques des enseignants peuvent par moments rejoindre les pratiques des designers graphiques. Donc du coup, on va dire ces deux axes m'ont assez vite orienté donc, sur les manuels scolaires. Et dans un premier temps, il était pour moi important de comprendre on va dire, la dimension graphique donc, de ces objets à partir d'un corpus de manuels anciens. Donc j'avais étudié, on va dire, ce premier corpus n'était pas extrêmement exhaustif, donc il couvrait le 19e, 20e siècle grosso modo. Et ce qui m'intéressait, c'était de vous comprendre comment les images et les textes étaient reproduits pour essayer de savoir si l'état des manuels contemporains français découlait plutôt on va dire, de directives institutionnelles, ministérielles ou autres, ou plutôt de techniques de fabrication liées au support. Donc, avec l'évolution de l'imprimerie, donc le fait qu'on puisse imprimer en quadrille, l'arrivée des couleurs, etc. Donc j'avais épluché, on va dire, un ensemble donc de manuels de toutes les matières confondues pour essayer on va dire, de cibler ces contraintes et ces variables. Et de la même manière, donc, j'avais travaillé à partir d'un deuxième corpus qui était celui-ci constitué à partir d'une 50aine de manuels contemporains. Donc à l'époque, j'avais passé mon diplôme en 2013. Du coup, les manuels étaient datés entre 2010 et 2013 et uniquement donc, des manuels d'apprentissage du collège avec toutes les matières qui structurent l'apprentissage
apprentissage à ce niveau-là. Et pareil, j'ai essayé de comprendre quels étaient, on va dire, les rythmes différents de ces manuels, qu'il s'agisse du français, de l'histoire, géographie, des mathématiques, pour encore une fois voir comment la forme graphique révélait le contenu et essayer de comprendre pourquoi tous ces manuels ont un aspect qui est similaire alors que l'histoire-géographie et les mathématiques ne se transmettent pas de la même manière et donc ne devraient pas avoir recours aux mêmes représentations graphiques. Après, donc, je m'étais attardée de manière beaucoup plus précise sur un seul manuel d'apprentissage, donc manuel d'apprentissage de l'histoire et de géographie. Donc, pour une classe de 5e qui m'avait été donc prêté par un éditeur scolaire, donc il m'avait envoyé à la fois l'ensemble des ressources qui composaient ce manuel. Donc il y avait à peu près, à l'heure de tête, plus de 600 documents iconographiques. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les strates, on va dire, graphiques se superposaient sur ces pages pour, au final, donc, on va dire, composer ces paysages assez denses qu'on trouve sur chaque double page. Donc j'avais isolé donc une strate autour des couleurs. Là, on peut très rapidement voir des dominantes plutôt chaudes sur la partie du haut qui sont associées donc à la géographie et sur la partie inférieure plutôt des teintes froides associées donc en haut l'histoire, en bas la géographie, pardon. Et donc ça aussi, il y a une sorte de grammaire qui se dessine quand on observe ces supports que j'essayais on va dire, de révéler. Et donc, pareil, là, c'était une partie d'analyse de ces ressources pour essayer de voir même le statut des images. Enfin, est-ce que c'était des reproductions, des photographies, des illustrations, des dessins, etc. Parce que tout ça contribue à créer une sorte de complexité graphique dans laquelle, après, les élèves doivent aussi se retrouver. Et donc, après avoir échangé avec pas mal d'acteurs de cette industrie du livre scolaire, mon objectif était de proposer un objet que j'aime qualifier d'objet de débat, dans la mesure où je pense que c'est un objet qui est impossible à produire dans ce système-là, mais qui en tout cas ouvrait des voies de réflexion différentes à comment on pouvait présenter un contenu de manuel scolaire. Donc j'avais entièrement remis en page ce manuel d'histoire-géographie qui m'avait été prêté. Et le but était à chaque fois d'accompagner le sens de l'image ou la dimension pédagogique que cette image avait d'une mise en page qui soit, on va dire, représentative ou du moins en accord avec cette ressource-là. Et surtout, donc, ce manuel avait une version numérique parce que je m'étais rendu compte que les manuels actuels fonctionnent comme des banques de données, enfin des ressources en fait pour les enseignants, qui les encouragent ensuite à recomposer à partir des pages d'autres fiches, enfin d'autres documents. Et donc il y a vraiment une dimension consommée dans ce manuel qui fait qu'ils sont périmés aussi au bout de 3-4 ans, donc on doit en reproduire. Enfin, c'est aussi ce qui fait vivre cette industrie. Et je me disais qu'avec l'outil numérique, c'était intéressant de penser tout ce qui relevait du consommable sur ce dispositif et laisser dans le livre imprimé tout ce qui était de l'information qui n'allait pas être, on va dire, périmée, et du coup redonner aussi une sorte de statut différent à ce contenu qui pourrait être conservé d'année en année. Et donc, ce travail m'avait donc il avait intéressé des enseignants, enfin on avait échangé à travers cet objet, mais je m'étais rendu compte assez rapidement aussi qu'on ne maniait pas les mêmes langages graphiques et que malgré l'intérêt qu'ils pouvaient éprouver face à cette proposition, on n'arrivait pas à se comprendre en fait graphiquement, et donc il y avait des éléments qui nécessitaient une réelle sensibilisation au design graphique qui pour moi apparaît vraiment comme une condition sine qua non au fait qu'ils puissent ensuite la transmettre auprès de leurs élèves. Donc il a été question à ce moment-là de poursuivre en fait, puisque le champ qui s'ouvrait à la fin de ce diplôme était assez vaste et je n'avais pas pu tout traiter pendant ma 5e année à l'ENSAD. Et donc, je voulais amorcer une pratique de recherche. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, l'Atelier national de recherche typographique rouvrait ses portes, donc en octobre 2013. Et
Donc je l'ai intégré dans l'objectif de travailler non plus au niveau du collège, mais de revenir à la base du système éducatif, donc l'école maternelle, et d'interroger un savoir élémentaire qui couvre aussi l'ensemble du parcours scolaire, qui est l'écriture. Donc écriture, comme on a dit tout à l'heure ce matin, c'est cette notion qui couvre, on va dire, énormément de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans le processus d'apprentissage de l'écriture, elle va évoluer, comme on peut le voir ici, d'un geste, vraiment d'un geste plus ou moins spontané, vers l'élaboration graphique et matérielle d'une idée. Donc c'est un peu ce processus-là qui m'intéresse et sur lequel je travaille donc depuis que je suis à la NRT, donc en octobre 2013. Alors, ce projet a démarré donc par des collaborations avec des écoles maternelles dans lesquelles je me suis rendue pour observer l'ensemble des pratiques des enseignants et essayer de comprendre comment justement sous quelle forme en fait l'écriture se présentait à chacun des niveaux. Donc, quelles étaient les contraintes, les outils sollicités, les supports, etc. Et donc, comment dire, très vite après ces observations qui, encore une fois, montraient un panorama assez large de l'écriture, j'ai décidé de me focaliser sur la petite section de maternelle qui, elle, est... on va dire, se focalise exclusivement sur le développement du geste graphique. Donc, par exemple, quand j'avais fait mes observations, j'essayais aussi de voir à quel moment la typographie intégrait le processus d'apprentissage. Plus que la typographie, des logiques d'écriture typographique avec des recompositions de mots, quels sont les caractères qui sont mobilisés par les enseignants, sous quels critères ils les choisissent. Donc j'ai travaillé sur une analyse encore une fois, une cinquantaine de modèles d'écriture qui sont proposés sur Internet gratuitement aux enseignants. Et j'ai essayé de cibler en fait encore une fois, les systèmes graphiques à travers lesquels on va essayer d'enseigner à l'enfant la manière de tracer et de construire les lettres. Donc là, par exemple, c'est un échantillon aussi de représentation graphique du ductus. Et donc, j'ai essayé de les tester aussi dans les classes pour voir lesquels s'avéraient efficaces ou pas. Donc, dans cet exemple, on voit assez bien qu'en fonction de la représentation de la lettre, on va obtenir des tracés plus ou moins fluides et plus ou moins réguliers. Donc j'ai ensuite développé un caractère qui a uniquement donc, deux styles, un avec les lettres capitales en entier et un autre donc, avec des modules qui sont indispensables au tracé des lettres, à partir duquel j'ai ensuite décliné un premier dispositif graphique qui en fait constitue l'un des corpus sur lesquels se fonde la thèse que je prépare actuellement au CELSA, donc sous la direction d'Emmanuel Souchier et qui s'intéresse donc à l'étude de l'apport et les usages de la typographie dans l'apprentissage de l'écriture. Donc ça, c'est le premier dispositif qui s'appelle les prélettres, donc destiné aux enfants de petite section. C'est un dispositif qui est testé dans les écoles, qui a été conçu en collaboration, donc à la fois avec des écoles, là dans le cas de cette application, avec le laboratoire en sciences cognitives de l'école des mines. À chaque fois, il y a des partenariats, des collaborations qui sont développés en fonction de l'outil qui est mis en place. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le support est testé directement par les élèves et j'ai un retour d'expérience directe. Je travaille aussi beaucoup donc, sur l'outil du normographe qui me semble intéressant dans la mesure où, contrairement à son nom qui implique en fait une normalisation de l'écrit, il autorise à l'intérieur de ces formes une sorte de souplesse aussi dans l'exercice de répétition qui est nécessaire à acquérir l'écriture. Donc, ce dispositif s'accompagne encore une fois de différents supports, de cahiers. Il y a différents types d'objets qui tous sont réfléchis en fonction de leur qualité matérielle. Et le deuxième dispositif graphique sur lequel je travaille actuellement sort, on va dire, de l'échelle de la main et du signe pour interroger plutôt l'échelle de l'espace de la classe. Parce que donc, après avoir conçu ces éléments, il me semble qu'il faut les mettre en relation avec l'espace de la classe. Et donc, j'ai entrepris des
pareil, sur la même méthodologie, des séances d'observation dans l'ensemble d'écoles maternelles de Nancy, où je réside, pour voir un peu comment est écrit l'espace donc, de ces classes, sous quelles contraintes et comment l'espace participe lui aussi de l'apprentissage de l'écriture. Donc c'est un peu les questions sur lesquelles je suis actuellement. Merci.